Bonjour à tous et bienvenue dans Dev Café en ce jour d'Halloween. J'espère en tout cas que vous avez passé un excellent week-end qui était d'ailleurs rallongé d'une heure. Pour ce qui est des Dev Café, c'est toujours la même chose, à savoir un résumé de l'actualité mobile en une dizaine de minutes. Et juste avant de commencer, n'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement comme vous en avez l'habitude. Et sur ce, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec les actualités du jour. Alors qu'iOS 16.1 est sorti la semaine dernière, Apple a dégainé en parallèle la version 16.2 en version bêta, et le célèbre journaliste qui s'appelle Mark Gurman et qui travaille chez Bloomberg nous indique que cette 16.2 devrait être stable au mois de décembre, et il indique même que la 16.3 devrait sortir plutôt au mois de février environ. Et bon, en réalité, il prend pas vraiment de risque parce que c'est à peu près le rythme classique en termes de version, de rythme de sortie, en tout cas chez Apple. Et on reste chez Apple avec le programme de Bug Bounty qui a désormais un site web dédié. Alors vous allez pouvoir y retrouver un formulaire pour y déclarer les recherches et les failles que vous allez trouver, mais aussi le montant que Apple peut reverser en fonction du type de faille. Et d'ailleurs, Apple en profite pour dévoiler le montant qu'il a reversé aux chercheurs depuis 2 ans et demi, et c'est ainsi plus de 100 000 $. Alors à titre de comparaison, Google uniquement sur l'année dernière c'était 8,7 millions. Et donc si on lisse 8,7 sur 2 années et demie, c'est finalement assez comparable entre les deux. Donc voilà, désormais vous avez un site web si vous voulez déclarer les bugs, les failles en tout cas que vous avez trouvées sur iOS et les différents systèmes d'exploitation de chez Apple. Joe Belfiore est une figure historique de Microsoft et vraiment on peut le reconnaître très facilement grâce à sa coiffure. Alors, il est rentré dans la société en 90 et il a bossé sur énormément de projets. Donc ça a commencé sur Windows et donc à l'époque c'était Windows 95. Ensuite, il a enchaîné avec Internet Explorer, Windows Media Center ou encore le Zune qui était le concurrent de l'iPod. Mais bon, je vous refais pas l'histoire. Vous savez que ça a été grosso modo un four. Mais sur l'aspect mobile, il est surtout connu pour avoir dirigé la branche Windows Mobile et qui était à l'origine de Windows Phone 7 et 8. Mais bon, là aussi, on va pas refaire l'histoire, vous connaissez déjà la fin, à savoir qu'en 2016, Microsoft a arrêté tout support de cet OS spécialisé sur les smartphones. Bref, le pauvre, entre Zune et Windows Mobile, il n'a pas vraiment bossé sur des projets qui ont été couronnés de gloire. Mais bon, ça l'a pas pour autant découragé parce qu'il a encore continué de travailler ensuite chez Microsoft. Et donc il a travaillé notamment sur Microsoft Edge ou encore le lanceur d'applications qui s'appelle Microsoft Launcher et qui est disponible sur Android. Et on apprend à travers un tweet qu'il va quitter l'entreprise l'été prochain pour ensuite désormais s'occuper de sa famille. Mais bon, vu depuis le nombre d'années qu'il travaille chez Microsoft et vu les différents rôles qu'il a eu, à mon avis, il n'est pas du tout à plaindre. Android est aujourd'hui le système d'exploitation mobile le plus utilisé, mais à la base, c'est une société que Google a rachetée et Andy Rubin faisait partie des fondateurs. Et après plusieurs années chez Google, il a été viré car bon, on va dire qu'il était un peu moyen avec les femmes. Et il a créé alors une société qui s'appelait Essential, qui a lancé à l'époque un smartphone un tout petit peu révolutionnaire qui s'appelait l'Essential Phone, et c'était le premier téléphone Android avec un notch en forme de caméra, ou encore un système de plugins pour des accessoires. Mais bon, dans l'ensemble, les ventes n'ont jamais été très bonnes, et la société a dû fermer. Alors la marque a été rachetée par la société aujourd'hui qui fait les Nothing Phone, et de leur côté, les employés ont créé une marque qui s'appelle Ozom, qui va notamment sortir un téléphone qui s'appelle le Solana, et qui est spécialisé dans la blockchain et le Web3. Et selon le site The Information, Andy Rubin a créé une nouvelle société sous le nom de Simple Things. Elle propose notamment des services pour les maisons connectées d'une manière générale. Alors c'est plutôt orienté logiciel et ils vont fournir finalement des algorithmes, que ce soit pour les caméras, pour les différents capteurs qui envahissent nos maisons aujourd'hui. Alors on lui souhaite bonne chance vu que Essential n'a pas vraiment été couronné de succès, mais surtout d'avoir un comportement bien meilleur que lorsqu'il avait eu lors de son passage chez Google. Comme d'habitude et sans aucune transition, c'est désormais l'heure de s'intéresser aux actualités en bref qui s'intéressent à des sujets plus ou moins importants. Les chauffeurs Uber aux États-Unis sont priés d'utiliser le propre module de navigation s'appuyant sur les données de TomTom et fourni par l'application officielle. Dans ce pays, il a été démontré par la sécurité routière locale que 22% des accidents intervenaient lorsque les voitures tournaient à gauche dans les carrefours. C'est ainsi que l'application de navigation va désormais réduire le nombre de changements de direction à gauche pour réduire les accidents, mais peut-être allonger la durée des courses. Du côté de chez Apple, le nouvel iPad d'entrée de gamme utilise désormais un chargeur USB-C. Mais la marque ne faisant pas toujours les choses de manière logique, cet iPad est compatible avec le stylet Apple Pencil de première génération, sauf que celui-ci ne se recharge qu'en Lightning.
C'est un bon plan qui permet à Apple de vendre en supplément un adapteur pour une dizaine d'euros. Sauf que les Apple Store, c'est-à-dire les boutiques physiques, n'ont pas toutes reçu ces adaptateurs, raison pour laquelle ils ne vendraient pas encore le stylet en magasin, faute d'approvisionnement. Microsoft a annoncé vouloir racheter Activision Blizzard King pour 70 milliards de dollars au mois de janvier. Rien n'est encore acté puisque les différentes autorités de la concurrence examinent actuellement ce dossier. L'entité anglaise se montre particulièrement pointilleuse et au détour d'une interview, le directeur du programme Xbox a déclaré que ce rachat n'était pas vraiment pour les jeux d'Activision Blizzard, mais plutôt pour King, connu pour ses jeux mobiles. En effet, ce sont les créateurs des franchises Candy Crush ou Farm Heroes qui trustent les premières marches des jeux les plus téléchargés sur l'App Store comme sur le Google Play. Et si je cite Phil Spencer, « Lorsque vous dépensez le montant que nous dépensons et que vous regardez les opportunités dans le domaine des jeux, cette opportunité est vraiment liée au mobile. » Cette annonce va de pair avec la rumeur selon laquelle Microsoft voudrait lancer sa propre boutique de jeux mobiles. Toujours chez Microsoft, c'est un peu une page qui se tourne puisqu'à partir du mois de février, Internet Explorer 11 ne sera plus supporté dans Windows 10. Il ne s'agit pas d'un simple retrait du support, mais bien d'une désactivation totale du navigateur et l'impossibilité de l'ouvrir à nouveau. Au mois de février, il y aura ainsi un patch de sécurité classique, suivi d'un second venant enterrer une bonne fois pour toutes ce navigateur. On continue et vous connaissez très probablement les formats de fichiers JPEG et PNG, mais d'une manière générale, ce ne sont pas les plus efficaces en termes de rapport entre le poids et le taux de compression. Et il existe de nouveaux formats comme le WebP ou encore l'AVIF qui viennent énormément améliorer, mais il existe aussi le JPEG XL et qui est par contre beaucoup moins connu. Pourtant, la spécification de ce format date de décembre 2020 et pour l'heure, seul Firefox et Chromium le supportent, mais uniquement en activant des flags dans les navigateurs. Mais après ce pas en avant, il y a un gros pas en arrière qui est fait, puisque dans Chrome 91, le support du JPEG XL était activé, mais on apprend que dans Chrome 110, il sera totalement supprimé, donc le flag va être retiré, mais aussi le support du JPEG XL dans sa globalité. Alors le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas pourquoi Google refait ce pas en arrière, mais d'une manière générale, eh bien, vu que ça va être enlevé totalement des navigateurs à base de Chrome, a priori, le JPEG XL ne va jamais s'imposer, et ce sera donc potentiellement le WebP2 dont Google s'occupe. Voilà. Alors est-ce que c'est d'une certaine manière pour mettre fin à la concurrence? Voilà, potentiellement, mais on n'en sait pas plus. Toujours sur Chrome, mais cette fois-ci sur Chrome OS, la version 107 vient tout juste de sortir et on note l'arrivée d'une fonctionnalité de sauvegarde des bureaux virtuels avec une fonctionnalité de sauvegarde pour plus tard, ou encore les touches du clavier physiques qui peuvent être appuyées longtemps pour afficher les caractères accentués. Bref, d'une manière générale, comme Chrome 107, c'est avant tout une mise à jour incrémentale. Et enfin, on va s'atteler à un sujet un peu plus lourd, à savoir le Cyberscore, qui devra être implémenté par tous les sites en octobre 2023, donc dans un an d'une manière générale. Alors ce dispositif a été validé en France en mars 2023 et permettra, comme son nom l'indique, d'identifier de manière simple le niveau de sécurité d'un site internet. Alors d'une manière générale, tous les sites avec un trafic d'au moins 5 millions de visiteurs sera concerné et devront obligatoirement s'y plier. Alors on peut aisément citer les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les boutiques, les messageries instantanées et les journaux, mais bien évidemment c'est le web en général. Et visuellement parlant, le Cyberscore ressemblera énormément au Nutri-Score que l'on connaît aujourd'hui sur les aliments. Alors dans l'idée, ce sera en vert si le site est très bien sécurisé, du jaune s'il l'est assez moyennement, et en rouge s'il faudra au contraire le fuir. Mais contrairement au Nutri-Score, le Cyberscore sera obligatoire. Mais en revanche, il est difficile de savoir pour l'heure où ce logo sera précisément affiché sur une page web, puisqu'il est à l'heure actuelle indiqué qu'il devra être lisible, clair et compréhensif. Bref, c'est un peu difficile de savoir comme ça. Les critères permettant d'élaborer ce score sont encore flous car des discussions sont toujours en cours au Parlement, mais vraisemblablement ce seront la CNIL et l'ANSSI qui y aideront. Alors pour rappel, l'ANSSI c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et vous voyez d'ailleurs ici la liste potentielle des critères avec par exemple l'utilisation du chiffrement, des audits de sécurité réguliers, du code exécuté dans des sandbox. Mais à noter que la localisation sera un facteur très important puisque l'idée est ici de mettre en avant le fameux cloud souverain. Pour l'heure, on ne sait pas si c'est l'ANSSI qui délivrera ce score ou si à l'inverse ce sera une note qui sera calculée de manière automatique par les sites. C'est d'ailleurs ce qui est fait aujourd'hui par le score de réparabilité. Alors si toutefois le score est rouge et qu'aucune action est faite, les sites pourraient se voir imposer une amende de 75 000 € si c'est une personne physique et 375 000 € si c'est une personne morale.
Alors ce score sera valable pour 18 mois et devra donc être mis à jour ensuite. D'une manière générale, ce score est avant tout pensé pour offrir une vision claire du traitement des données et de la sécurité des sites, car il faut bien avouer que monsieur et madame Michu cliquent un peu sur les bandeaux pour les cookies et les RGPD sans vraiment savoir ce que ça leur demande. Bref, c'est un sujet à surveiller, mais qui a priori ne concernera pas le mobile. Mais bon, ça semblerait être l'étape suivante logique. Juste avant de se quitter, je vous propose qu'on regarde ensemble les résultats du sondage de vendredi qui portait sur les goodies qui sont donnés dans les conférences pour les développeurs. Et donc dans l'ensemble, vous optez principalement pour prendre ce qui est donné et vous les utilisez dans la majeure partie des cas. Mais très souvent, ça finit au fond d'un tiroir. Et pour aujourd'hui, il y a bien un nouveau sondage qui porte cette fois-ci sur le dernier sujet, à savoir le Cyberscore qui fera son apparition l'année prochaine. Alors comme d'habitude, vous avez plusieurs choix et n'hésitez pas à commenter. Sachant que pour retrouver ce nouveau sondage, c'est dans la partie communauté ou alors vous avez le lien en commentaire épinglé. Allez, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et si vous avez des enfants, profitez bien d'Halloween. Si c'est pas le cas, bon courage pour aller travailler. Mais bon, demain c'est le 1er novembre et c'est donc férié. Et d'ailleurs, il devrait y avoir aussi un Dev Café demain. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour en être notifié. Et de mon côté, je vous souhaite tout simplement une excellente journée et je vous dis donc à demain.